La Côte d'Ivoire est aux commandes de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. L'Ivoirien Souleymane Diarra vient d'être élu à la tête de la fédération pour 2 années. Les travaux de la nouvelle gare routière d'Abidjan vont démarrer jeudi prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui par le maire d'Adjamé, Youssouf Silla. Cette gare sera construite sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Et on parlera des journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales lancées aujourd'hui à Abidjan. Ces journées qui durent 6 semaines ont pour objectif de sensibiliser le personnel de santé. Et ce mardi 27 janvier 2015, cela fait 70 ans, jour pour jour, que les soldats soviétiques ont libéré le camp d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne. 300 survivants et de nombreux dirigeants du monde ont commémoré l'événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est aux commandes de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. L'Ivoirien Souleymane Diarra vient d'être élu à la tête de cette fédération pour 2 années. Il a été élu à l'issue du Conseil fédéral des dirigeants des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, ici même à Abidjan. Reportage signé Noël Nyagno. Ces dames et ces messieurs sont des banquiers. Ils sont ressortissants des États de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis septembre 1995, leurs aînés ont jeté à Cotonou, au Bénin, les bases de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Ils ont pris la relève et veulent impulser à la Fédération une nouvelle dynamique en rapport avec l'embellie économique dans l'UEMOA. Une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 6%. Quels sont les acquis de la Fédération dans cette situation ? La baisse du taux d'usure depuis janvier 2014, la mise en œuvre depuis le 1er octobre 2014 des services bancaires à offrir à titre gratuit, l'adoption d'un canevas harmonisé des produits et services bancaires pour l'ensemble des établissements de crédit, la réalisation d'une étude pour la détermination de modes de calcul harmonisés du meilleur taux débiteur des établissements de crédit. Des acquis certes, mais beaucoup reste à faire, a indiqué le nouvel élu à la présidence de la Fédération pour 2 ans, l'Ivoirien Souleymane Diarra, président de la PBF Côte d'Ivoire. Les défis à relever sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment du financement des PME et de l'amélioration du taux de bancarisation. Or, une recherche de solutions pour le financement de nos économies, n'incluant pas la prise en compte du développement de la bancarisation, ne saurait être efficace. Tout l'enjeu de nos échanges au cours de ce Conseil fédéral sera de jeter à l'échelle de l'espace UEMOA les bases objectives des solutions concrètes pour une amélioration du niveau de financement du secteur privé. Une des pistes de solutions pour améliorer ce taux, la communication des produits financiers. Que les banques soient plus attractives, d'abord au niveau des locaux d'accueil, que les banques soient plus attractives au niveau des conditions de rémunération de l'épargne qui leur sont proposées, avec une diversification des produits financiers qui sont donc proposés aux uns aux autres. Un peu plus de publicité. Daniel Kamlan-Duncan s'est par ailleurs réjoui de la tenue de cette rencontre sur le bord de la dune Brié. Il a souligné la disponibilité du gouvernement ivoirien à accompagner la Fédération pour la réalisation de ses objectifs. Le ministère de l'économie et des finances vient de faire son bilan au titre de l'année écoulée. Il y a eu de nombreux acquis. Pour cette année 2015, l'accent sera mis sur la mobilisation des ressources financières afin d'accélérer le rythme des chantiers sur le chemin de l'émergence annoncé. Reportage Lansine Bakayoko, Noël Nyagno. 2015, les défis sont identifiés au ministère en charge de l'économie et des finances. Les plus importantes sont l'accroissement des niveaux de recettes pour la réalisation des grands chantiers de l'État et la réforme du secteur financier. Une nécessité pour offrir aux entreprises des opportunités de financement. Le gouvernement attendra de nous des résultats, les populations des actes et nos partenaires au développement des interlocuteurs crédibles ayant fait le choix de l'efficacité d'action. Toutefois, les acquis sont considérables. Au titre de la mobilisation des ressources, l'année 2014 a été marquée
Par l'entrée de réussie, la Côte d'Ivoire sur le marché international avec 375 milliards récoltés en termes d'appui budgétaire auprès des partenaires extérieurs, 1782 milliards ont été mobilisés. Le ministère a procédé aussi à l'actualisation de la stratégie de gestion de la dette publique intérieure. Le plan d'apurement adopté, le paiement effectué, le reliquat à payer est de 4 milliards de francs CFA. S'agissant du programme économique et financier, les deux revues concluantes ont abouti à un décaissement immédiat de 89 milliards. Quant aux réformes structurelles, le schéma directeur du secteur financier sur la période 2014-2016 a été élaboré. Au niveau de l'intégration sous-régionale, 74% des directives communautaires ont été transposées dans la législation nationale. Ces réalisations tangibles ont fortement contribué à consolider la vitalité de notre économie. Ainsi, après les taux de croissance du produit intérieur brut de 10,7% en 2012 et 9,2% en 2013, au titre de l'année 2014, la croissance devrait ressortir autour de 9%. Malgré ces performances, Madame le ministre Kabaniale a engagé le personnel à exécuter les orientations du gouvernement avec davantage de rigueur et d'efficacité. Les travaux de la nouvelle gare routière d'Abidjan vont démarrer jeudi prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le maire d'Agamé, Youssouf Silla, et cette gare sera construite sur le site de l'ancienne casse d'Agamé. Le maire invite donc toutes les personnes encore présentes sur le site à le libérer immédiatement pour le démarrage des travaux. Guy Roger Nguessan, Hervé Blé. Le projet de construction de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Site retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la mairie d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, les travaux de la nouvelle gare internationale d'Abidjan vont commencer. Tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de déguerpissement forcé. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la casse d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. On en arrive à présent aux Journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales lancées aujourd'hui à Abidjan. Ces journées qui durent 6 semaines ont pour objectif de sensibiliser le personnel de santé contre ces infections. Sachez que les infections nosocomiales sont contractées au cours d'un séjour dans un établissement de santé, nous explique Grace Kando. Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans les hôpitaux dues au comportement des praticiens et des patients. En Côte d'Ivoire, la prévalence des infections nosocomiales varie entre 9 et 12% et la production des déchets sanitaires est estimée à plus de 4 000 tonnes par an, ce qui fait courir un risque sanitaire et environnemental aux populations. Pour changer la donne, des journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales sont organisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif de ces journées, c'est sensibiliser d'abord nos collaborateurs, directeurs des hôpitaux, prestataires de soins, aux procédures
qui permettent d'éviter ces infections. C'est aussi une journée pour sensibiliser la communauté. Ces journées durent 6 semaines et plusieurs activités sont prévues. Ces journées vont concerner 6 régions sanitaires et 27 structures sanitaires. Et nous aurons d'abord dans chaque région 3 jours à passer. C'est-à-dire la première journée va consister à faire le diagnostic de l'hygiène hospitalière dans les hôpitaux. En le deuxième jour, nous allons former 45 agents de santé. Et le troisième jour, faire une mobilisation sociale autour de la question de l'hygiène hospitalière. Il sera aussi question de sensibiliser les populations, les leaders de communauté et les responsables politiques aux conséquences d'assainissement et aux pratiques saines en matière d'hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux. Voilà, le ministère de la Santé affiche donc sa volonté de combattre les infections nosocomiales contractées au cours d'un séjour dans un établissement de santé. La mairie de Port-Bouët s'engage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elle vient donc d'initier une campagne de sensibilisation contre la maladie. Les femmes sont donc invitées à faire un dépistage pour prévenir ce cancer qui a tué dans le monde plus de 200 000 personnes l'année dernière. Le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, c'est le 2e cancer chez la femme après le cancer du sein. Selon le programme national de lutte contre le cancer, chaque année, on enregistre environ 1600 cas. C'est l'un des rares cancers qu'on peut guérir si le dépistage se fait assez tôt. La commune de Port-Bouët, décidée à lutter contre la maladie, organise une campagne de sensibilisation de dépistage gratuite du 27 au 31 janvier. Ce type de maladie est très peu connu de la population. Donc notre objectif est d'abord de faire bien connaître le fléau et ensuite de faire connaître à la population les dispositions que nous avons prises pour faire face et par la suite être opérationnel sur le terrain pour effectivement attaquer le mal. Avant la phase de dépistage, les femmes de Port-Bouët ont été suffisamment informées sur la question par Dr Komoé du programme national de lutte contre le cancer. Progressivement, l'État est en train d'intégrer le dépistage du cancer du col de l'utérus dans les activités de la santé et reproduction, de telle sorte qu'elle soit vite vue lorsque la maladie n'a pas encore arrivé au stade de cancer. Alors, donc, le principe, c'est de détecter la lésion précancéreuse et de la traiter. Les participantes informées sur la maladie ont invité les autres femmes à se faire dépister. Le cancer de l'utérus est une sale maladie pour nous les femmes. Donc on doit se faire dépister. C'est très important pour nous les femmes. Je demande à mes soeurs de Port-Bouët de se faire dépister. Environ 1000 femmes de la commune de Port-Bouët sont attendues lors de la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette caravane sillonnera les différents centres de santé de la commune. Un autre mal à combattre, c'est la maladie de la lèpre. Dimanche dernier, justement, une journée pour sensibiliser le public sur la maladie de la lèpre a été organisée dans plusieurs pays à travers le monde. La Côte d'Ivoire a aussi marqué l'événement. Voyons la célébration dans les villes de Saint-Fra et de Saïwa avec nos reporters. De 25 malades de la lèpre il y a quelques mois dans le district sanitaire d'Issia, on est passé à 15. Une baisse qui réjouit les partenaires de la santé. Seulement, ils déplorent le fait que les malades arrivent dans un état grave. Pour le docteur Julien Akafou, directeur départemental de la santé, les prouesses médicales ont permis de faire un bond qualitatif dans la lutte contre la lèpre. Elle souhaite que la solidarité soit de mise au niveau des populations afin de combattre la stigmatisation à l'égard des personnes souffrant de la lèpre. Cette année, dans le district sanitaire de Saint-Fra, c'est le village de Guénedoufla qui a servi de cadre à la célébration de la journée nationale de lutte contre la lèpre. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, 30 cas de lèpre ont été dépistés au cours de la période 2014-2015 et 20 de ces cas ont été guéris. Cette journée de lutte contre la lèpre a été une opportunité pour les autorités administratives, politiques et sanitaires de sensibiliser les populations aux risques liés à cette maladie, avec pour objectif la réduction du taux d'affection. Les différents intervenants ont invité les populations à fréquenter les centres de santé en cas de constat de taches noires sur la peau. Le préfet du département de Saint-Fra, Nienson Konia, et le directeur départemental de la santé ont demandé aux populations d'accepter ces malades de la lèpre en leur sein. Au cours de cette célébration, les malades de la lèpre ou la maladie de la honte ont bénéficié de kits comprenant des produits de première nécessité, à la grande joie de ces derniers.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veut assainir le milieu des ONG œuvrant dans le domaine de la santé. Le ministère veut en fait mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans le secteur des ONG œuvrant dans le domaine de la santé parce que certaines ONG, selon le ministère de la Santé, exercent sans autorisation. Le reportage d'Eman Niamier. Certaines ONG exercent dans le domaine de la santé sans reconnaissance du ministère ni d'agrément. D'autres qui disposent d'un agrément ou de reconnaissance se détournent de leur mission véritable et procèdent à l'ouverture de structures de soins privés à but lucratif, ne respectant aucune éthique de la déontologie médicale. Et ce phénomène gagne de plus en plus de terrain. L'assainissement du milieu s'impose donc, avec le soutien du programme d'appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré un guide des ONG de santé en Côte d'Ivoire. Le présent atelier vise à valider le guide en vue de son édition et distribution. Plus de 70% des ONG qui sont présentes sur le territoire et qui disent travailler pour le ministère sont des ONG fictives et virtuelles. Nous mettons à leur disposition un guide pour se faire identifier et agréer afin de bénéficier de tous les avantages de ce qu'on appelle la contractualisation, ministère de la Santé et organisation non gouvernementale. Tous les acteurs sont unanimes. Il faut assainir le milieu, ce qui justifie la présence de plusieurs ONG de santé et des partenaires au développement à cet atelier. C'est un document qu'il fallait forcément mettre sur pied, puisque depuis longtemps, nous n'arrivions pas à comprendre exactement quels sont les mécanismes de création et de fonctionnement dans nos relations et avec le gouvernement et avec le privé et les autres ONG. Le guide des ONG de santé se veut un accompagnateur, mais mieux, un éclaireur pour une bonne intégration des ONG dans le programme national de développement sanitaire. De même, il permettra aussi de produire des projets à impact positif sur la santé de la population. Et en politique à présent, le dialogue entre le gouvernement et l'opposition reprend jeudi prochain. La rencontre va porter notamment sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Notons que les dernières discussions entre le gouvernement et l'opposition remontent à décembre dernier. La rencontre de jeudi s'annonce après le dégel des avoirs de 33 personnalités proches de l'ancien régime et la mise en liberté provisoire d'une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale. Le secrétaire général adjoint du RDS, Sidiki Konaté, était en tournée dans la région du Logibwa. Il a fait escale notamment à Hermankono et à Divo. Et Konaté Sidiki a échangé avec les militants du parti et a annoncé la visite prochaine du président de la République dans la région, récit signé Thérèse Tapé-Yopoué. Au cours de cette sortie dans la région du Logibwa, Sidiki Konaté a pu constater les chantiers initiés par le conseil régional. Il s'agit de la nouvelle école primaire de Hermankono et du site qui devra abriter le collège moderne de la localité. Sidiki Konaté s'est dit satisfait des actions posées en faveur des populations avant de promettre d'être leur porte-parole auprès des autorités compétentes afin que le développement de la localité soit une réalité. On est venu pour regarder, mais on va rendre compte s'il plaît à Dieu. Continuez de croire en votre équipe ici, continuez de croire en vos cadres et Inch'Allah, Dieu va nous aider. Occasion pour les populations par la voix de Roland Zakwa-Kobena, président du conseil régional, d'énumérer quelques doléances, notamment la construction d'un château d'eau, le financement du projet Un jeune, un hectare de maïs. Projet qui devra prendre en compte 4000 jeunes volontaires. Il est venu pour se rendre compte de ce qui se fait, comment cela se fait, quelles sont nos difficultés afin de nous aider auprès des autorités à régler ces problèmes-là. Le président peut faire 70-80% à Kourougou, c'est bien. Mais s'il fait 80% dans cette zone, c'est encore mieux. Au terme de cette visite, Sidiki Konaté a exhorté les militants du RDR à l'union, à la paix et à la cohésion sociale afin d'assurer la réélection du président Alassane Ouattara. Selon Sidiki Konaté, le président Alassane Ouattara rendra visite bientôt aux populations du Logibwa. Après les régions de l'Ifo, du Tongpi, du Tchologo et du Gontougo,
C'est la région de l'Agnebi-Tiassa qui va bénéficier du projet de couverture téléphonique des zones rurales. La cérémonie de clôture de ce vaste projet national s'est déroulée à Aboudé-Kouassikro, village situé dans le département d'Agboville. Isayo Sèche-Koléa. Après les régions de l'Ifou, du Tonkwi, du Tchologo et du Gontougo, c'est au tour de la région de l'Agnebi-Tiassa de recevoir les kits de communication grâce à l'opération de couverture téléphonique initiée par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Ce projet basé sur une technologie de téléphonie sans fil appelée CDMA vise à désenclaver les zones rurales. Démarré le 10 octobre 2014, ce programme de couverture téléphonique des régions a duré 3 mois. À l'occasion donc de la cérémonie de clôture dans le village d'Aboudé-Mandeke, dans le département d'Agboville, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information a donné tout l'intérêt de cette opération. Investir dans le TIC, c'est effectivement investir dans l'avenir. Cette cérémonie de remise de kits de communication à l'administration publique de notre pays répond à la nécessité qui est perçue par l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la vulgarisation des TIC. Le ministre Bruno Nabanya-Kone a profité de cette occasion pour inviter les populations à faire d'Internet un usage utile. Ce n'est pas avec du sang humain qu'on crée de la richesse. Ce n'est pas avec des organes humains qu'on peut s'enrichir. Ce n'est pas en enlevant des enfants, en faisant souffrir des enfants, qu'on peut devenir riche. On est riche en travaillant. Le directeur de l'ANSUT, quant à lui, a suivi les enjeux de cette opération. La cérémonie de ce jour nous permet non seulement de saluer la vision du chef de l'État pour l'administration, votre engagement, monsieur le ministre, à ses côtés pour la matérialisation de ce projet et réaffirmer l'importance que revêt ce projet pour nos administrations publiques ainsi que nos populations. Pour le préfet de région, cet instrument facilitera la tâche aux autorités administratives. Au total, ce sont plus de 1000 localités de la Côte d'Ivoire qui bénéficient aujourd'hui de cette technologie moderne. Le village de Massadougou, dans le département de Sandégué, est confronté à d'énormes difficultés, notamment manque d'infrastructures sociales de base. Les populations crient leur désarroi, appellent à l'aide, le témoignage de Mamadou Kwasi. Koroza Massadougou, village de la sous-préfecture de Yorobodi, dans le département de Sandégué, à l'est de la Côte d'Ivoire, est confronté à d'énormes difficultés. Avec une population d'environ 10 000 âmes, ce village est presque enclavé. IACD est un véritable parcours de combattants. Un seul moyen de transport, la motocyclette, pour parcourir les 35 km qui séparent Yorobodi, le chef-lieu de sous-préfecture, et Massadougou. Emprunter la route devenue une piste champêtre relève du génie, de sorte que la population a longtemps souvenir de la présence d'un véhicule sur cette voie. À ces difficultés, il faut ajouter le manque d'eau potable, car les 4 ponts villageois réalisés depuis des décennies ne sont plus fonctionnels. La seule alternative de la population reste l'eau de pluie. Pour ces populations, l'électrification du village est un rêve caressé depuis des décennies. Pour appuyer les actions de développement du gouvernement, les populations ont construit en 1991 un centre de santé comprenant une maternité et un dispensaire, tous équipés en matériel médical. Mais cette maternité n'a jamais fonctionné par faute de sages-femmes. Quant au dispensaire, dans un état de délabrement, il est à la seule charge de l'infirmier. L'école primaire, construite également dans la même période, n'arrive plus à contenir les 500 élèves. Des classes de fortune sont construites pour désengorger la classe de CP1, qui compte 112 élèves. Vraiment, tu vas voir, le village est trop gros. Les maîtres ne s'en suivent pas. On a 6 classes, on a déjà deuxième école encore, mais il n'y a pas, ce sont les bénévoles qu'on prend. Donc vraiment, on a besoin de beaucoup de choses. On demande de l'État pour qu'il n'a qu'à nous donner même. L'activité principale de la population reste l'agriculture, surtout la culture de l'anacade, du manioc, de l'igname et des produits vivriers. Mais leur commercialisation laisse à désirer, faute de moyens de transport. Les populations de Koroza Massadougou ne désespèrent pas pour autant. Elles rêvent de voir leurs conditions de vie changer avec le reprofilage de la voie Yorobodi Massadougou et l'électrification de leur village. Un rêve quotidien. Le Conseil supérieur des imams vient de faire une déclaration relative aux récents événements survenus en France. Événements relatifs, vous le savez, à l'attaque du journal Charlie Hebdo et qui a fait plus d'une dizaine de morts, dont des journalistes. Le COSIM condamne ces tueries, appelle la communauté musulmane à l'apaisement et à la retenue.
L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris, en France, le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements, mais aussi aux atteintes faites à l'islam et au prophète Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exhorte par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sékou Sylla. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect mutuel. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation. C'était un reportage de Konepa Gassoro. Le nouveau président zambien Edgar Lungu, vainqueur de l'élection présidentielle, a prêté serment dimanche. Il compte relever plusieurs défis à la tête de son pays. Le récit de Sylvie Touré. Dans un stade bondé à Lusaka, le nouveau président de la Zambie prête serment. Il jure fidélité au peuple zambien et ce, devant plusieurs chefs d'État. Élu à la majorité simple, Edgar Lungu, 58 ans, candidat du Front patriotique parti au pouvoir, est arrivé en tête du scrutin avec 48,33% des voix. Il devient ainsi le 6e président de la Zambie depuis son indépendance en 1964. Au bout du compte, ce que nous voulons pour notre pays est d'aller de l'avant et bannir la pauvreté en son sein. Seul l'un d'entre nous pouvait finir président. Et avec cet honneur particulier et ce privilège, je suis humble et éternellement endetté vis-à-vis de tous mes concitoyens. Le nouveau président de la Zambie devra diriger ce pays de l'Afrique australe jusqu'en 2016, date qui marque la fin du mandat de 5 ans que n'avait pas achevé l'ex-chef d'État Michael Sata, décédé en octobre dernier. Mais déjà, l'opposition donne de la voix. Elle qualifie le scrutin de simulacre. Nous avons connu une large violence contre nos militants et les membres du parti au cours de la campagne, ainsi que de graves irrégularités dans le comptage des bulletins. Cette élection a été un simulacre et ne reflète pas la majorité des Zambiens. Si Edgar est investi président, je veux qu'il sache qu'il n'est pas un président légitime. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, de son côté, a félicité la Zambie pour avoir organisé des élections exemplaires et réussies. Et justement, par rapport à l'élection du président zambien, le chef de l'État a adressé un télégramme officiel donc, à son Excellence, M. Edgar Lungu, président de la République de Zambie. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour former des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Et ce mardi 27 janvier, cela fait 70 ans, jour pour jour, que les soldats soviétiques ont libéré le camp d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne. 300 survivants et de nombreux dirigeants du monde entier, dont François Hollande et son homologue allemand, ainsi qu'une vingtaine d'autres représentants politiques, ont assisté à la cérémonie principale des 70 ans de la libération du camp devant le mémorial de Birkenau, symbole de l'horreur nazie. Plus d'1 million de personnes y ont trouvé la mort dans des atrocités extrêmes. En 1945, il ne restait que 7000 prisonniers dans le camp. Les autres avaient tous été exterminés. Et la France est en deuil. Des militaires français ont péri dans un crash d'avion de chasse sur une base militaire en Espagne. Le président de la République a adressé donc un télégramme officiel à son Excellence, M. François Hollande, président de la République française. Il est ainsi libellé: Monsieur le Président, j'ai appris avec une vive émotion le crash d'un avion de chasse sur la base militaire d'Albacete en Espagne qui a entraîné une dizaine de morts, dont 8 aviateurs français et de nombreux blessés. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence et au peuple français nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes ma profonde compassion et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'actualité sur le continent africain, c'est la CAN 2015. L'Algérie et le Ghana retrouvent la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC et la Tunisie en quart de finale. L'Algérie s'est imposée 2-0 face au Sénégal et le Ghana 2-1 face à l'Afrique du Sud. Et demain, c'est le groupe D qui va jouer. Nous avons notre pays, bien sûr, la Côte d'Ivoire, qui va rencontrer le Cameroun, la Guinée, le Mali. Allez, tous derrière les éléphants pour la victoire. Merci à vous tous de votre aimable attention.